Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur en Lastase, donc Thierry #Henry. Aujourd'hui donc j'ai un invité spécial, comme je l'ai dit donc dans l'épisode d'avant. Donc c'est un serial entrepreneur qui a créé plus de 100 entreprises, créé et repris son entreprise en un peu plus d'une dizaine d'années, qui a donc aussi introduit donc une entreprise en bourse, donc voilà le Graal, et donc il s'est enrichi avant ses 40 ans. Il a écrit un livre parce qu'il a eu donc des gros soucis donc en 2008. Donc, j'ai perdu 40 millions et j'ai découvert une vie pleine de sens. Donc Ludovic Bréant donc nous parle donc de son parcours, d'un ensemble de choses, parce que moi qui ai aussi connu à mon niveau tout petit, comme j'explique dans le podcast, une petite liquidation judiciaire, c'est pas un moment agréable en tant qu'entrepreneur, mais on se replie sur nous, on réfléchit, et donc on est différent. Voilà, c'est une catastrophe, mais on est différent. Donc il va nous parler de tout ça, mais surtout d'immobilier, parce que c'est grâce à l'immobilier qu'il a pu rebondir et rester en vie, entre parenthèses, et continuer à devenir entrepreneur. Il a actuellement moins de sociétés, 20 sociétés, mais plein de business. Il est parti sur Internet, ce qui est très bien, parce que plein de gens qui sont un peu plus âgés voient les business Internet comme des faux business, et lui il est dessus, il s'en sert, et il a raison. Donc voilà. Donc je parle rapidement de mon partenaire, donc Audible, comme tu l'as entendu, donc c'est mon partenaire du podcast. Thierry-du6henry.fr, donc Audible, A-U-D-I-B-L-E, donc Thierry-du6henry.fr, Audible. Donc avec Audible, tu peux avoir un livre gratuit, donc l'inscription est gratuite, 30 jours d'essai. Et si ensuite tu n'es pas d'accord, tu arrêtes, ou sinon tu laisses et tu paieras 9,95€ avec un livre tous les mois. Voilà. Donc je te dis à tout de suite avec Ludovic Bréant. Salut Ludovic, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va plutôt bien sous le soleil du Pays Basque. Donc, magnifique, magnifique. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc je vais te laisser te présenter, et puis pour planter un peu le sujet, on va parler d'immobilier pour l'entrepreneur et comment toi l'immobilier a pu donc t'aider à rester en fin de compte entrepreneur et puis à rebondir, à ne pas tomber comme beaucoup qui n'ont pas d'investissement. Oui. Écoute, je suis un entrepreneur, en effet, avant tout. J'ai créé une centaine d'entreprises dans ma vie, et j'ai tout connu de l'entrepreneuriat, on peut dire, parce que j'ai connu des hauts, même des très hauts. J'ai introduit une de mes entreprises en bourse, que j'ai revendue ensuite à une banque qui voulait augmenter ses parts de marché, et je suis devenu à ce moment-là un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Donc ça, c'était la partie haute. Et puis quelques années après, en fait, j'avais toujours le virus de l'entrepreneuriat, donc j'ai voulu redémarrer un groupe qui a été présent dans l'hôtellerie, donc on avait une quarantaine d'hôtels, dans l'immobilier, on faisait de la promotion immobilière et plusieurs centaines de logements par an, oui, pardon. Et puis la construction bois. Et puis, bon, je te passe les détails, mais j'ai investi dans la construction bois et dans des usines, en fait, au plus mauvais moment, au moment de la crise des subprimes. Et donc, j'ai racheté à ce moment-là 3 usines, coup sur coup. Et donc, les carnets de commandes ont baissé de 50% suite à cette crise des subprimes. Et donc, mon groupe a été ébranlé. On a commencé à perdre des centaines de milliers d'euros chaque mois. Et finalement, j'ai réinjecté une grosse partie de mon patrimoine personnel parce que je voulais absolument sauver ce groupe. Et ça n'a pas suffi. Donc, j'ai connu un dépôt de bilan qui a été désastreux pour moi. En fait, à l'époque, je disais désastreux. À l'époque, je suis tombé vraiment très très bas. Je suis tombé au fond du trou. Et vraiment, j'ai eu du mal. Vraiment, je suis tombé très très bas. Ce que je racontais une conférence que j'ai eue la semaine dernière devant des chefs d'entreprise, justement, qui avaient eu des soucis comme ça. Et en fait, quand on est au fond du trou, on se dit mais est-ce qu'on va remonter? C'est la fin. Et puis en fait, on s'aperçoit que souvent au fond du trou, il y a un trésor. Et moi, ce trésor, je l'ai trouvé en fait à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de donner un sens à ma vie, de changer complètement ma vie. Alors, je reste entrepreneur, mais j'ai complètement changé ma vie. Je veux lui donner du sens, je veux me faire plaisir, chose que je faisais pas auparavant, parce qu'auparavant, j'entreprenais dans la force, dans la volonté, dans le je veux, etc. Et donc aujourd'hui, avec le recul, donc ça fait 6 ans que ce dépôt, bientôt 7 ans que ce dépôt de bilan est arrivé. Avec le recul, je peux dire que ça a été une bénédiction, parce que vraiment ça a transformé ma vie. Voilà. Donc alors aujourd'hui, en quelques mots, oui. Donc en fin de compte, oui, tu as eu un gros parcours. Mais j'ai plusieurs questions qui arrivent parce que là, je suis un peu étonné, parce que je sais que tu es quelqu'un de très intelligent. Comment tu n'as pas pu sentir arriver la crise? Est-ce que tu étais dans l'immobilier? Et est-ce que tu avais l'ego ou l'optimisme de l'entrepreneur? Moi, je réussis tout, je continue et ça va aller.
Et comment c'est que tu l'as pas senti venir? Parce que même là, actuellement, je sais pas si tu le sens, techniquement, il y a une crise. Mais bon, tout le monde dit que non, moi, j'arrête pas de le dire. Mais bon, c'est une parenthèse. Oui. Alors la crise, quelque part, les Grecs, comme le disaient les Grecs, c'est le kairos, c'est une opportunité en fait. C'est une occasion, c'est une opportunité, c'est une occasion de faire différemment et de voir les choses différemment. Pour répondre à ta question, oui, je l'avais vu, bien sûr, cette crise, mais je me sentais invincible en fait. Je me sentais invincible parce que pendant 15 ans, 20 ans, j'ai vogué de succès en succès, et moi, il pouvait rien m'arriver. Et en effet, tu as raison, c'est mon ego qui parlait. Il pouvait rien m'arriver puisque je trouvais toujours des solutions à toute difficulté. Mais là, quelque part, la vie m'a rattrapé. Et parce que j'étais pas à la bonne place. Alors c'est un autre débat. C'est aussi est-ce qu'on a découvert sa raison d'être? Est-ce qu'on a trouvé sa bonne place? En fait, dans le plus de temps, je suis allé rencontrer des sages, des philosophes, des psychologues, des thérapeutes, tout un tas de gens comme ça qui sont dans la relation d'être pour comprendre en fait qui j'étais, comment fonctionne le monde dans lequel on vit, et j'ai mieux compris. Et si tu veux, ce que j'ai compris, c'est que ce dépôt de bilan, il n'est pas venu par hasard. C'est pas, je pourrais dire que techniquement, c'est lié à la crise des subprimes, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que j'étais pas à la bonne place, en fait, et j'entreprenais pas pour les bonnes raisons. Donc j'ai donc une question. Voilà. Donc en fin de compte, comme t'étais en fin de compte techniquement, si j'ai bien compris, t'étais en pilote automatique. Tout marchait bien, t'étais intelligent, t'avais aussi les bons réseaux, parce que j'ai compris aussi que tu savais t'entourer, parce que si t'as 100 sociétés, tu peux pas le faire tout seul. Donc t'avais du monde, tu déléguais. Ça, on en parlera après s'il le faut. Et donc en fin de compte, tu étais tellement tourné vers l'extérieur, et c'est vrai que moi, qui ai aussi une liquidation judiciaire à mon petit niveau, eh ben, automatiquement on réfléchit, on revient sur nous-mêmes, sur l'intérieur, parce que comme dit Tony Robbins, tout vient de l'intérieur, et je pense que ça t'a indirectement malheureusement aidé, mais bon, après, il faut pas que ça arrive, hein. On n'est pas, que la bourse c'est comme la vie, voilà, même l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, et donc en fin de compte, tu es revenu sur toi-même, et tu as compris que tu créais par automatisme, mais en fin de compte, c'était pas ça, c'était pas toi en fin de compte. Oui, par automatisme et par goût du pouvoir, goût de la puissance, goût de l'argent, et donc exactement. Et j'entreprenais pas pour les bonnes raisons. J'entreprenais, j'ai découvert ça, que j'entreprenais pour faire plaisir aussi, peut-être à mon père, pour prouver aux autres que j'étais capable, pour prouver à mon entourage que j'étais quelqu'un qui pouvait réaliser un certain nombre de choses. Donc, et tout ça, c'est pas les bonnes raisons pour entreprendre. En fait, la bonne raison pour entreprendre, c'est de se faire plaisir. C'est de créer, de participer peut-être à la création d'un monde meilleur, c'est de profiter en fait et de se faire plaisir. Et là, j'étais vraiment loin de ça parce que pour moi, j'étais complètement dans la force, dans le pouvoir, dans je veux absolument réussir. Mais c'est pas la bonne raison. Ouais. C'est pas comme ça qu'il faut entreprendre. Donc d'où en fin de compte l'importance de se connaître soi quand on veut créer, de savoir ce qu'on veut réellement, parce que souvent on pense qu'on sait ce qu'on veut, mais souvent comme on a été éduqué, on est dans un environnement, il y a les enfants, il y a la femme, il y a les parents, et on croit qu'on fait ce qu'on fait pour soi, mais en fin de compte c'est pour les autres. Exactement. Et ta remarque est excellente, apprendre à se connaître. Donc c'est pour ça que se faire aider également d'autres personnes, se faire aider de coachs ou peut-être de thérapeutes ou peut-être de philosophes, de psychologues, mais se faire aider, je pense que ça peut fondamentalement en effet nous aider à trouver le bon chemin. Parce que voilà, on a tous notre chemin, on a tous nos talents particuliers, notre potentiel qui est souvent énorme, mais souvent on le voit pas ce trésor, ce potentiel, les dons et les talents qu'on a. En fait, on les a pas découverts, alors que le jour où on les trouve, là ça change complètement sa vie. Parce que si tu veux, c'est complètement stupide d'entreprendre pour se comparer aux autres, pour avoir plus que les autres. Il y a certaines personnes qui sont très douées pour l'art, par exemple, pour la partie artistique, d'autres qui sont très douées pour la communication, d'autres qui sont très douées pour développer des affaires, d'autres pour les gérer, d'autres. Enfin, bref, on a tous des talents vraiment particuliers, des secteurs d'activité différents les uns des autres qu'on aime. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, là, sa vie peut totalement changer. D'accord. Donc, en fin de compte, donc on a eu une grande intro. Donc, maintenant, on connaît, on a posé le décor. Tu as eu donc cette grosse crise, en fin de compte, donc ce dépôt de bilan.
Et donc, comme on parlait avant, parce qu'au début, en fait, je veux dire aux auditeurs, on n'était pas parti sur ce sujet-là. Et moi qui viens de l'immobilier et toi qui investis dans l'immobilier, on s'est dit on va partir sur l'immobilier. Enfin, tu y as pensé, heureusement, merci. Et donc, comment l'immobilier t'a sauvé? Parce que tu avais investi heureusement beaucoup. Donc, tu avais des actifs, des vrais actifs qui sont difficiles à toucher, ou même si des fois on se fait avoir. Donc, je pense que quand tu as eu ta liquidation, tu avais un avocat. Ce que moi, j'avais pas. Donc, c'est important, parenthèse, pour ceux qui tombent en liquidation, prendre un avocat. Parce que sinon, moi, je me suis fait manger par le président et le juge. C'est une catastrophe. Donc, je te laisse parler. Oui, tu as raison. Tu as raison. Il faut avoir de bons conseils, mais pas uniquement quand on est en liquidation. Oui, bien sûr, quand on est en liquidation, mais également dans n'importe quel domaine. Tiens, exemple, moi j'étais un piètre orateur, je dirais, pour parler en public. J'avais vraiment des difficultés, une trouille par rapport à ça. Eh bien, j'ai trouvé un accompagnant. Enfin, je me suis fait coacher en fait pour la prise de parole en public. Et aujourd'hui, je fais des conférences. Chaque mois, je fais 1 ou 2 conférences, et je prends du plaisir à ça. Donc, dans chaque domaine en fait de notre vie, on a intérêt à aller voir les bons conseils, les bons professionnels et les bons. Pas hésiter à mettre un petit peu d'argent. Et en effet, pour revenir à ta remarque très juste, c'est oui, une des personnes qui m'a sauvé, sont mes avocats qui ont toujours cru en moi et ce que je raconte dans mon livre, j'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Dans ce livre, je raconte des anecdotes que j'ai vécues dans les tribunaux, et je peux t'assurer que ça a été gratiné pour moi. c'est intéressant à découvrir. Je pense que ça a dépassé les limites même de l'entendement. On pourrait presque faire un film. Tu sais, un jour, en fait, je reçois une assignation à titre personnel. Donc il y avait, je sais pas, il y avait 300-400 pages, et je reçois ça par recommandé. Et cette assignation me réclamait à titre personnel, pas pour ma société, à titre personnel, la modique somme de 35 millions d'euros. 35 millions d'euros. Donc, tu vois, voilà. Donc, c'est vrai que on peut rapidement perdre pied, alors que c'était absolument pas justifié. Donc, j'aurais pu perdre pied totalement, et c'était limite. Et mes conseils, en effet, mes bons conseils m'ont aidé à sortir la tête de l'eau à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça que je sais, parce que moi, j'ai eu la même avec 2-0 en moins. Mais bon, même moi, à mon niveau, j'étais choqué. Et heureusement que j'ai eu. Au début, je me suis défendu seul au tribunal de commerce. J'ai perdu, donc j'ai dû aller en appel. Enfin, j'ai gagné une partie, j'ai perdu une partie, et on me demandait encore 40 000 euros. Et heureusement, j'ai pris un bon avocat qui m'a coûté très cher, que j'utilise encore quand j'ai des soucis, parce qu'il est vraiment très bon. Et en fin de compte, j'ai rien payé. Ils ont trouvé une petite faille sur la caution bancaire, voilà. Et puis donc j'ai rien payé. Enfin, parenthèse. Donc on va repartir sur l'immobilier. L'important, c'est que moi à l'époque, voilà, avant ça, j'avais vendu mon immobilier et j'ai utilisé l'immobilier pour remettre en trésorerie. Mais comme j'ai fait des petites erreurs de gestion, c'est pas passé. Alors que toi, en fin de compte, tu avais heureusement beaucoup d'actifs, donc tu peux toujours rebondir parce que c'est ton cash, quoi. Oui, alors en effet, je te raconte un peu mon expérience immobilière. Alors, moi, j'ai bâti en fait un parc immobilier de 1000 biens en moins de 10 ans. Donc, en partant de zéro, en fait, j'ai complètement, je suis parti de zéro. Moi, je suis parti sans argent, mais bon, j'ai trouvé les bons filons, les bonnes techniques, et donc c'est vrai que j'ai créé ce parc donc assez rapidement, et c'est ce parc qui m'a sauvé. Alors, j'ai ponctionné un peu dessus quand même pour tenter de sauver le groupe, puisque j'ai pris 12 millions d'euros de cet argent que j'avais dans cette foncière pour tenter de sauver mon groupe. Ça n'a pas fonctionné, donc c'était en pure perte. Mais bon, comme tu disais justement, il en restait, et heureusement. Et donc l'immobilier m'a sauvé, parce que j'aurais pas eu en effet cette protection, en fait, ce patrimoine immobilier. Et bien aujourd'hui, je serais à la rue. Je serais vraiment à la rue. Donc oui, moi ma philosophie, c'est que l'immobilier peut nous sécuriser tous, chacun d'entre nous, et j'encourage chacun d'entre nous à investir. Alors on ne parle pas forcément de millions, de dizaines de millions d'euros, mais on peut investir simplement dans un studio, on peut investir dans un mur commercial, on peut investir dans un parking, dans un garage, peu importe, mais en tout cas, ça permet de nous sécuriser. Puis après, il y a plein de montages, il y a plein d'effets de levier qui sont liés au crédit. Je pense que c'est le seul endroit, l'immobilier, où on peut se bâtir un patrimoine à partir de zéro. Et donc mais ça, tu l'as fait, ce que tu coupais, tu l'as fait à partir de quel moment? Parce que à la base, tu es un pur entrepreneur, même si l'immobilier, ça reste de l'entrepreneuriat, techniquement. Même si c'est différent, mais bon, ça reste de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut aller voir les banquiers, il faut créer une société, ou une SCI, mais bon, ça reste une société. Donc, à quel moment tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Comment est venu le déclic? Et actuellement, là, il y a plusieurs questions. Et combien de biens il te reste actuellement?
Alors, ok. Alors, j'ai commencé après avoir commencé à entreprendre. Donc, dans ma vie, enfin, si on suit l'ordre chronologique, donc d'abord j'étais entrepreneur, donc j'ai repris quelques entreprises, j'en ai créé. Et à un certain moment, je me suis dit, maintenant, il faut que tu sécurises en effet tout ça, parce que je suis conscient que la vie d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas. Donc, j'ai acheté un premier immeuble, et puis ensuite un deuxième immeuble, puis un troisième, puis un quatrième. Puis ensuite, je suis devenu complètement boulimique. Donc, je me suis créé une petite équipe autour de l'immobilier. Je pouvais plus faire tout seul parce que j'avais ma vie d'entrepreneur et j'étais complètement pris par mes affaires au quotidien. Donc, je passais très très peu de temps sur l'immobilier. Donc, d'abord, j'ai trouvé un freelance qui me trouvait des biens immobiliers. Donc d'abord j'habitais à La Rochelle à l'époque, donc j'ai commencé sur La Rochelle. C'est très simple. Moi je suis un autodidacte de l'immobilier, hein, donc j'ai fait très simple, simplement donc avec le bon sens. Et j'ai vu qu'en achetant un premier immeuble, je l'autofinançais pratiquement avec les loyers. Donc j'en ai acheté un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis je sais plus et comment est venu excuse-moi de te couper, l'intelligence parce que moi j'en parle souvent sur mon blog et comme je t'ai dit, je viens de l'immobilier et puis comme je t'ai dit, j'aime bien Grant Cardone et d'autres investisseurs qui sont dans l'immobilier. Comment t'es venu directement à l'immeuble? Parce que tu avais les fonds et que tu avais la capacité, ou parce que comme souvent les gens commencent par le studio, mais toi tu as tout compris en fin de compte, techniquement. Oui, enfin c'est pas tout. Enfin, je vais être un peu plus précis. Là, je te le fais court. Non, en fait, j'ai commencé à 23 ans. En fait, là, j'ai commencé à m'acheter simplement ma résidence principale, qui était un tout petit appartement, que j'ai revendu un an après en faisant une plus-value, une petite plus-value. Ensuite, j'ai acheté un autre appartement, c'était plus un studio, c'était un T2, et donc là, je l'ai revendu 2 ans après en faisant encore une plus-value plus importante. Donc, tu vois, j'avais un petit peu de réflexe sur l'immobilier. J'aimais ça. Donc, je disais, j'étais autodidacte, hein, mais j'aimais ça. J'aimais bien visiter, j'aimais bien acheter, vendre. Mais vraiment, j'avais fait quelques opérations comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai décidé de voir plus grand, parce que je me suis dit maintenant, j'ai plus de temps à perdre. Et puis comme j'ai gagné un petit peu d'argent donc dans mes affaires d'entrepreneur, dans mes activités d'entrepreneur, et bien j'ai une capacité d'endettement un peu plus importante. Donc en effet, au lieu d'acheter un appartement à 50 000 euros ou 100 000 euros, bah, j'ai acheté un immeuble à 300 ou 400 000 euros. Mais peu importe, c'est exactement le même raisonnement. Hein, c'est pas. Ce qu'il faudrait pas, c'est que les gens qui nous écoutent se disent ouais, mais lui, c'est différent parce que. Non, au contraire, parce que non, mais je fais exprès de te dire parce que après, tu as dit un montant qui était intéressant, parce que même j'en parlais il y a une semaine. Tout le monde pense à Paris, mais actuellement, dernièrement, j'étais avec un proche qui doit acheter un immeuble. Il a un petit CDI, mais on est parti dans le 60 et là-bas, on a des immeubles pour 5 logements à 160 000 euros. Donc, au lieu d'acheter à Paris, se force. Donc, des immeubles, c'est pas si cher que ça. Je le répète 100 000 fois. Un immeuble, c'est beaucoup moins cher parce que c'est une économie d'échelle. Comme il y a plus de biens, au mètre carré, c'est moins cher. C'est aussi logique. Et en plus, il y a une opération à faire. Il y a un notaire à voir. C'est pas 5 notaires ou 10 notaires quand il y a du logement. Donc, c'est logique. Mais après, quand on a compris, quand on étudie, et quand on sait mettre un peu de côté, parce que c'est bien d'avoir l'apport pour le notaire, c'est juste ça, en fin de compte, c'est les fonds, les 10-20% qu'il faut avoir. Puis après, c'est assez facile. Question par rapport à la structure. Est-ce que tu as commencé en SCI ou actuellement tu es plutôt en société SASU ou SARL par rapport à la structure? Alors, j'ai commencé en effet en SCI, transparente, et il y a quelques années, un petit peu avant en fait le dépôt de bilan aussi pour me protéger, je suis passé en SARL. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc notre société holding en fait dans l'immobilier qui s'appelle BFI, donc c'est la SARL BFI, donc a plusieurs filiales. Donc on a aujourd'hui une quinzaine de filiales qui détiennent des immeubles. Alors bon, alors oui, ça va répondre à ta question. Où tu en es aujourd'hui par rapport à l'immobilier. Donc, alors j'ai dû vendre en effet un certain nombre d'actifs parce que, comme je te disais, j'ai dû sortir 12 millions d'euros pour tenter de sauver mon groupe et en pure perte. Donc il y a 12 millions d'euros qui ont disparu. Donc il a fallu que je vende quelques actifs. Mais en fait, ma stratégie a évolué. C'est-à-dire que au départ, en effet, j'y allais tous azimuts. Donc j'avais j'ai eu au top, j'ai eu 600 appartements et maisons et 400 locaux commerciaux, donc qui allaient du mur de restaurant au mur de boutique, au mur d'hôtel, au mur de bureau. Et ensuite, j'ai restructuré tout ça parce que quand tu as 1000 lots comme ça, il faut quand même une équipe pour la gérer, surtout que c'était un peu disséminé dans différentes régions de France. Et donc, j'ai décidé de me restructurer, de me recentrer en fait sur l'hôtellerie,
est un métier aussi que je connaissais. Et en plus, ça devient bien professionnel, donc ce qui nous évite soit l'ISF, soit l'IFI aujourd'hui. Donc je suis recentré là-dessus. Donc ma stratégie depuis, je dirais, une dizaine d'années, ça a été de vendre progressivement ces 1000 lots et de me recentrer sur l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, on a 4 ou 5 gros actifs, si tu veux, qui peuvent valoir plusieurs millions d'euros. Donc on a plusieurs hôtels, on a 2 centres d'affaires, et puis puis après on a encore des murs commerciaux de boutiques ou de restaurants. Voilà. Mais en fait, je me suis recentré sur l'immobilier commercial d'une part, et d'autre part sur des gros actifs parce que c'est plus facile à gérer et ça demande moins de temps. Alors tout à fait, ça c'est logique. Voilà, oui, voilà, mais c'est une évolution si tu veux. Voilà, après il faut pas commencer comme ça. On peut pas commencer en achetant évidemment un immeuble ou un hôtel à 2 ou 3 millions d'euros. Mais moi, c'est une évolution logique pour moi et que peuvent connaître également les personnes qui nous écoutent. C'est voilà. Tout est, si tu veux, tout change, tout bouge, tout est, voilà, moi, comme j'ai l'habitude de dire, tout change et il faut s'adapter aussi au marché, il faut s'adapter à la fiscalité, il faut s'adapter, voilà, à tout ça. Pour parler en fin de compte de fiscalité, est-ce que actuellement tu as une holding pour gérer tout ça, enfin pour chapeauter tout ça, pour tout ce qui est fiscalité, et est-ce que donc tu investis qu'en France, tu as un peu d'actifs à l'étranger, ou en Europe plutôt? Alors pour le moment non. J'avoue que je commence à regarder un petit peu. Je commence à regarder. Alors j'en ai eu, pardon, pour être précis quand même, j'en ai eu parce qu'on a eu un hôtel à Madagascar. On a eu également un petit peu d'immobilier au Sénégal. Donc, mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai fait quelques opérations comme ça avec des partenaires locaux qui étaient, enfin souvent c'était les Français qui étaient installés là-bas parce que moi j'avais pas trop le temps de m'en occuper. Donc j'ai fait quelques opérations. Je pense qu'il y a des belles opérations à faire. Bon, il faut avoir le temps de s'occuper de ces marchés-là. Et là, je regarde, là, par exemple, j'étais avec un ami qui est dans l'immobilier et qui revenait du Panama, là, la semaine dernière. Donc, on a échangé sur l'immobilier au Panama. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à faire. Le Panama, c'est juste à côté du Costa Rica. Donc, voilà, je suis ouvert. Je regarde. Et éventuellement l'Europe également, l'Espagne également. On regarde également l'Espagne parce que je pense qu'il y a des opportunités aussi. Voilà, donc ouais. D'accord. Enfin, là, ce qu'on montre bien, c'est que tu as plutôt un investisseur, mais tu as surtout un esprit entrepreneurial, parce que tu fais de l'investissement, mais comme un entrepreneur. Donc, t'enchaînes. Là, j'aimerais revenir en arrière, juste pour ceux qui écoutent, les auditeurs, pour que tu nous fasses un petit parcours, parce qu'après, moi, j'ai aussi des références, mais bon, comme toi, tu le fais à un très gros niveau. Actuellement, tu es un entrepreneur, tu as trois bons bilans, tu sais pas quoi faire ton argent, donc tu peux bien sûr le réinvestir en toi, en te formant, ou dans ton entreprise. Comment tu les conseillerais donc de se sécuriser et d'investir un peu dans l'immobilier et de faire peut-être pas ton parcours, mais un parcours où peut-être en fin de carrière ou à 50 ans, ils ont 10-20 biens pour être sécurisés, pour se dire, voilà, si leur business déconne, il reste toujours en fin de compte l'immobilier. Oui, même avant ça, c'est pas nécessaire d'attendre de gagner de l'argent. Pas forcément d'attendre 3 bons bilans. On peut, hein, bien sûr, mais il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus pressées et qui peuvent investir pour moi dès le départ. Ce qu'il faut, c'est simplement avoir une capacité d'emprunt, mais c'est pas la peine non plus de viser des centaines ou des millions d'euros pour commencer. On peut commencer, comme on le disait, en achetant un bien à 50 000 euros. Nous, on a vendu, par exemple, tout un lot d'appartements sur Poitiers. On a vendu des appartements entre 40 et 60 000 euros. Donc on peut commencer à se bâtir un patrimoine. Je pense que se crée, si tu veux, une routine quelque part d'acquisition comme ça. Puis en plus, dans l'immobilier, bien sûr, on fait des erreurs. Hein, on apprend en permanence, comme dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça permet d'acheter un premier bien dès qu'on peut, dès que la banque nous prête quelques dizaines de milliers d'euros. Je pense qu'il faut le faire. En fin de compte, c'est pour ça que je t'ai parlé de 3 bilans, parce qu'en général, parce que moi, je venais de l'immobilier, c'est qu'en général, certains banquiers sont un peu... ils ont leur façon de faire et ils demandent 3 bilans. Après, tu peux faire 103 bilans si tu as vraiment un super compte, un compte positif et tu connais bien ton banquier et que tu as un bon compte. Et même là, j'ai eu un ami là qui a eu, il va m'écouter. Il a fait un carton sur Amazon, il avait trop de trésorerie, il savait pas quoi faire avec. Bon, je vais pas tout dire parce que on va se faire contrôler, mais bon, il a fait des petites dépenses et je lui ai dit, mais prends un parking à Paris, ça coûte 10 000, même 5 000. Et puis au moins, ça va rentrer dans ton actif et tu ne donnes pas d'impôt. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Mais j'ai plus parlé des 3 bilans parce que c'est ce qu'il faut pour quand on a un autre compte, malheureusement, pour acheter.
On est un peu embêté par rapport à ça. Donc là, je vais revenir plus sur l'équipe maintenant, parce que toi, tu as monté une équipe. À quel niveau tu penses qu'il faut avoir une équipe quand tu as quoi, 10 lots, 20 lots, 30 lots? Non, peut-être pas une équipe pour 10 lots, mais des partenaires. Dès qu'on a quelques lots, même un lot, je dirais, se bâtir une petite équipe, donc quelqu'un qui va, ça peut être une agence immobilière qui va louer, une agence sympathiser également avec une agence immobilière qui va t'amener des biens. Ça peut être aussi un cabinet comptable. Enfin, tu vois, dès qu'on a un ou deux lots, je pense que c'est bien de commencer à se bâtir une équipe de freelance. Hein. Une équipe de partenaires, c'est pas vraiment une équipe de salariés, c'est une équipe de partenaires. Ouais, voilà, exactement. Mais après, c'est vrai quand on dépasse les je sais pas, peut-être 30, 40 lots, là, c'est bien en effet d'avoir une personne peut-être à temps plein qui puisse gérer à tes côtés si t'as pas le temps. Si tu as le temps, il n'y a pas de souci. Mais la question, en fin de compte, qui arrive souvent, donc je vais te poser ça, mais qui va te paraître bizarre. Pourquoi, en fin de compte, tu as fait l'immobilier? Bon, tu l'as un peu dit parce que tu as commencé à faire la résidence principale, un T2, et voilà. Et pourquoi pas la bourse? Écoute, alors la bourse, on peut en parler de quelques minutes. Donc, d'un côté, j'ai introduit une de mes entreprises en bourse, donc la bourse m'a rendu riche entre guillemets, donc je la remercie. De l'autre côté, à chaque fois que j'ai investi de l'argent en bourse, à chaque fois, ça n'a jamais été bon. Je n'ai pas beaucoup perdu parce que j'ai peu investi en bourse, mais donc quand j'ai vendu ma société, par exemple, je suis allé dans une banque privée à Paris avec des gestionnaires, tu sais, de fonds boursiers, puisque je n'ai pas trop le temps, puis j'ai pas tellement le goût de m'occuper de ça, et ils m'ont jamais gagné d'argent, au contraire. Donc je pense que tout dépend si on aime ça, si tu veux. Il y a des personnes qui aiment faire des allers-retours en bourse, suivre les bilans, etc., faire un peu de trading. Pourquoi pas, hein, ça c'est tout à fait louable, et là je pense qu'en maîtrisant les choses, en effet, on peut gagner de l'argent. Par contre, mettre de l'argent en bourse comme ça, moi je le conseille pas. Enfin, à mon niveau, en tout cas, et avec l'expérience que j'ai, je ne le conseille pas. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté, moi, de mettre de l'argent en bourse. Les banquiers m'appellent plusieurs fois par an, ils m'appellent. Ils disent, Monsieur Briand, ça serait bien de... tiens, il y a encore la semaine dernière, toi, il y a un conseiller de clientèle qui m'appelle et me dit, Monsieur Briand, ça serait bien de mettre un petit peu d'argent, là, la bourse, ça remonte. Je dis, mais jamais, pas avec moi. Surtout avec un banquier. Moi, je dis souvent, quand un banquier appelle, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il va nous vendre ses produits à lui, et c'est pas, voilà. Donc, faut faire attention. Exactement. Donc voilà, moi je suis très méfiant par rapport à la bourse, mais par contre les gens qui aiment ça et qui ont le temps de s'en occuper, ça pourquoi pas. En revanche, l'immobilier, si tu veux, j'ai toujours été à l'aise avec l'immobilier, j'aime l'immobilier, comme je le disais, j'aime visiter des biens. Donc c'est aussi une passion, et ça aide aussi. Bah après, voilà, je t'entends mieux. Après, comme moi, comme m'a dit un des patrons du réseau pour lesquels j'ai travaillé, l'immobilier, c'est le plus vieux métier du monde, parce que même avant que la papéticienne elle se mette à son compte, elle allait dans un immeuble pour aller faire ses affaires. Donc on a toujours de l'immobilier. Et puis c'est vrai que c'est un business qui est simple. Après, c'est peut-être un business qui semble froid par rapport à du marketing, de la vidéo et autres. Mais bon, c'est du sûr, on peut le toucher. Et puis si on sait faire les choses, on peut scaler assez facilement. J'allais te poser une question avant que je te pose les 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs. Ouais. Qu'est-ce que tu penses actuellement de la crise? Est-ce qu'il y a crise ou pas pour toi? Et surtout, je vais même t'aider. Est-ce qu'il y a crise à cause des taux? Parce que les taux, j'ai même été voir il n'y a même pas 2 jours, les taux ont encore baissé. Donc en général, quand les taux baissent, c'est pas bon. C'est bon pour nous pour investir, mais c'est bizarre. Si tu veux, voilà, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. Soit les taux montent et le système explose. Il y a un tel endettement que tout le système explose, et là, c'est pas bon. Soit les taux continuent à rester très bas, et c'est la tendance actuelle, parce que les banques centrales sont totalement conscients que s'ils augmentent trop les taux, tout va exploser. Donc les taux vont rester bas, et c'est l'inflation ou une hyperinflation qui va prendre le relais, et c'est la merde. Donc dans tous les cas, je pense que soit c'est la merde à court terme, soit c'est la merde à long terme, ou à moyen ou long terme. Donc oui. Moi en tout cas en termes patrimoniaux, j'incite les gens à aller soit vers des actifs tangibles, soit vers l'immobilier, soit vers l'or, soit vers les terres ou les terres agricoles, mais surtout d'éviter la bourse et les assurances vie, et laisser son argent en banque. Voilà. Alors moi ça fait quelques années que je dis ça. Il y a des gens qui rigolent.
mais c'est pas grave. Mais oui, je suis fondamentalement convaincu que au niveau économique, si tu veux, je pense qu'on va dans le mur, et ensuite au niveau sociétal, je pense également, voilà, on voit avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit avec un certain nombre de choses. Je pense qu'on est vers un basculement un peu de société. Et je pense que ça va pas être facile, donc faut s'adapter, il faut rester positif, optimiste et s'adapter en permanence. Mais en tout cas, protégeons-nous et l'immobilier peut vraiment nous aider à nous protéger. Ouais. Je mettrai un lien vers un article que j'ai fait, une vidéo que j'ai faite, qui indique simplement qu'il y a toujours eu des cycles. Et si on étudie les cycles, même si après c'est jamais, moi je suis pas économiste, c'est jamais aussi simple que ça, mais les cycles montrent que tous les 10 ans malheureusement il y a toujours une crise, il y a des grosses et des petites. Mais bon, voilà. Et en plus, aujourd'hui, j'ai encore eu une annonce, je crois, c'est du deuxième patron, en fin de compte, de Wall Street, qui dit que c'est une catastrophe. Les États sont trop endettés et à cause des taux bas. Mais bon, parenthèse. Je pense que les gens iront chercher l'info, mais voilà, on leur a dit, s'ils ne savent pas, c'est votre faute. Préparez-vous à investir, mettez de côté et voilà, ça va être bien. C'est ça. Donc, quel est pour toi donc, le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? C'est une question que je pose qui est générale, donc je la pose. T'en as créé tellement que je ne sais pas si tu en as encore d'autres que tu veux créer. Oui, bien sûr. Je m'y mets un petit peu, c'est le business Internet. C'est-à-dire que ça, j'ai découvert, moi, ces business donc il y a 2-3 ans, hein, c'est tout récent. Mais ça me passionne parce que là, on peut vraiment exprimer sa créativité, ça va très vite. Internet, ça va très vite. On peut, sans argent, en effet, toucher énormément de monde. Et donc le business lié à Internet. Donc plutôt, toi, ton modèle, c'est plutôt l'infoprenariat actuellement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Dans tous les cas, oui, les gens, je mettrai tous les liens pour aller voir donc, les sites et pour aller être coaché par toi, parce que je pense que les gens ont compris que voilà, t'as de quoi faire, donc tu peux renseigner facilement. Oui. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Travailler sur soi. Oui. Travailler sur soi, parce que travailler sur la confiance en soi et se faire aider, parce que souvent la confiance en soi, on a besoin d'aide pour vraiment l'exprimer. Et moi, ça a été mon problème. J'ai manqué de confiance en moi pendant longtemps, et ça m'a pas empêché d'entreprendre. Mais j'aurais eu cette confiance en moi, j'aurais eu certainement une autre trajectoire. Ouais. Donc, comme quoi, on peut créer plusieurs sociétés et ne pas être confiant. C'est paradoxe. Et douter, ouais. Donc, quel est pour toi quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors, en termes humains ou en termes financiers? Comme tu veux. C'est toi qui décides. Tu t'adresses plutôt à des personnes plutôt finance ou plutôt humain, etc. J'espère toucher les deux, parce que moi, mon audience, j'espère qu'elle est comme moi. Donc moi, j'aime l'argent, mais j'aime aussi l'humain, et surtout l'humain. Et c'est l'humain qui crée l'argent, donc voilà. Il faut les deux. Il faut surtout beaucoup d'humains. Ok, allez, je te parle d'humain, parce que j'aurais pu te parler d'un business, comme quoi j'ai géré plusieurs millions d'euros en quelques mois, mais je vais te parler là d'humain. Moi, là, ma plus belle expérience, je pense que c'est à Madagascar, où donc on a eu un hôtel là-bas, et on a fait travailler des gens, on a fédéré des personnes, on a changé la vie en fait de personnes en les aidant sur place, et de Malgaches, hein, et vraiment ça a été sur le plan humain. Moi, j'ai adoré cette période-là. Ouais. Toute la magie de l'entrepreneuriat. Ouais, aider les autres et changer la vie des gens. Ouais. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur, en plus du tien, bien sûr, et pourquoi? Tout est toujours parfait. C'est un livre qui est pas encore très connu. Alors, il a été écrit par un de mes amis qui s'appelle François Lemay. Voilà, François Lemay, Lemay, qui est un Québécois. Son livre s'appelle Tout est toujours parfait. Et ça montre que, alors c'est plus un livre quelque part de développement personnel que d'entrepreneuriat, mais les gens qui vont saisir en fait que tout est parfait, qu'un dépôt de bilan, et ben, quelque part c'est parfait, que la vie qu'on a en fait, elle est parfaite parce que c'est nous qui la créons. Et même si elle est pourrie à un certain moment, ben, c'est peut-être pour nous faire comprendre qu'il y a une meilleure vie qui nous attend quelque part, et c'est simplement nous qui allons aller la chercher, qui allons la créer, cette vie meilleure. Et ça, François Lemay l'explique bien dans son livre. D'accord, donc tout est parfait, François Lemay.
Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. Ouais. Parfait. Donc, dernière question. Donc, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Le super pouvoir que tu rêves d'avoir? Eh bien, ouais, une totale confiance en moi. Encore? C'est pas possible. Ouais. C'est fou ça. Je crois qu'il y en a qui vont rigoler, vont dire c'est pas possible. Non mais c'est bien. Et total. Mais ça, total. Hein. Total. Mais total, ça veut dire quoi en fin de compte? Parce qu'on est des humains. J'écoutais Tony Robbins dernièrement qui disait sur un podcast que voilà, des fois il a encore, malgré l'argent, malgré toutes les sociétés, il a toujours des doutes quoi. Ça reste là en fin de compte. C'est ça, oui, mais tu me demandais le super pouvoir. Le super pouvoir, je ne sais pas si c'est possible. C'est justement d'éliminer les doutes et les peurs, parce que là, tu passes à une autre dimension. Ouais. Mais elles ne sont pas inhérentes à la création et à ta personne, en fin de compte? Si, oui. Ah oui. Ah oui, tu faisais allusion à un pouvoir extérieur. C'était plus une compétence que tu peux acquérir. Quelque chose que pour moi, la confiance que tu peux acquérir. Ah, ouais. Oui, bah sinon après ce serait l'authenticité, tiens, voilà. Ça serait d'être totalement authentique. Ça c'est un chemin que je suis, je m'en rapproche, mais je suis pas toujours. Ça veut pas dire que je mens, hein. Ça c'est une de mes valeurs. Aujourd'hui, je veux vraiment être dans la vérité et dire et être vrai, mais tout le temps authentique. C'est-à-dire que si ça va pas, être capable de le dire. Si ça va, être capable de dire. Être moi-même à chaque fois, à chaque moment. Ouais, donc tu veux être parfait, mais ça, c'est pas possible. Non, pas parfait. Non, authentique, c'est pas parfait. Ah non. Presque. Non, c'est non parce que quand tu es authentique, c'est simplement dire ce que tu vis, etc. Non, c'est loin. Ouais, oser dire que ça va pas. Par exemple, ne pas t'occuper du jugement des gens. Quand souvent, malheureusement, c'est lié à ça. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. Voilà, on a eu beaucoup d'informations. Ludovic, grand merci. Grand merci à toi, Thierry. Je suis vraiment content de t'avoir eu parce que voilà, j'en suis pas à 100. J'ai encore du boulot. Même si c'est pas une obligation, comme tu dis, c'est pas une obligation. L'important c'est d'être heureux et de rendre service aux gens et puis d'être heureux tout simplement. Exactement. Donc je te dis grand merci et puis je mettrai tous les liens donc pour ton livre, tes blogs et puis tes coachings et puis voilà, je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir et puis au revoir à tous et puis j'espère vous retrouver sur mon chemin à un moment ou à un autre avec grand plaisir. Et salut Thierry et merci pour ton interview, c'était top. Ok, merci, ciao. C'était top, salut. Merci à Ludovic pour toutes ces bonnes informations. Donc j'espère que vous avez compris qu'il faut quand vous pouvez, quand vous avez le temps, donc investir donc votre argent dans du solide. Donc en plus donc d'investir en vous-même et bien sûr dans votre business, il faut aussi donc quand on peut donc faire de l'immobilier, il n'y a rien de plus sûr. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc pour suivre Ludovic, parce qu'on n'a pas parlé il a parlé un peu rapidement de son livre, mais donc il a écrit un livre qui est disponible sur Amazon et sur son site. Donc j'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Un livre très intéressant. Vous avez ensuite donc 4 sites où vous pouvez donc le suivre. Ludovic-du6brillant.com, entrepreneur-zen.fr, libertéfinancièrezen.fr et lançons-nous.fr. Donc ceux qui veulent donc faire du mentorat ou participer aux événements qu'il propose ou lire son livre, donc les liens sont dans la description. Donc voilà. Donc je parle encore donc de mon partenaire donc de Audible. Si tu veux avoir les livres qu'on a cités dans l'épisode et surtout donc le livre qu'il nous a cité donc de cet auteur canadien. Donc tout est toujours parfait de François Lemay. Donc c'est Thierry-du6henri.fr / Audible AUDIBLE. Donc tu auras donc le livre gratuit. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à partager l'émission, à mettre des commentaires sur iTunes, parce que c'est iTunes qui est donc le tout puissant donc sur le podcast, donc qui va donc pouvoir faire ranker le podcast et qu'on puisse tous écouter donc ce podcast assez facilement. Donc voilà, donc moi je vous dis merci et à la semaine prochaine pour l'épisode 22. Ciao.